Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du lundi 29 juin. Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque semaine, notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, actualité assez chargée. Et on commence par HPE qui, la semaine dernière, avait son grand événement virtuel forcément, HPE Discover. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler avec notre invité de la semaine, Alain Melon. Mais en attendant, est-ce qu'on peut peut-être dévoiler les principales annonces, notamment autour de l'initiative qui a maintenant plus d'un an, GreenLake Alors effectivement, GreenLake, c'est une annonce qui avait été faite il y a un peu plus d'un an par HPE et dont l'objectif relativement simple est en fait de proposer tout le catalogue de l'offre, donc serveur, stockage et réseau, de le proposer en mode as a service. Donc on connaît ce mode-là depuis très longtemps dans le domaine du logiciel et donc on y vient petit à petit dans le domaine matériel. Donc là c'est une annonce, c'est une extension de cette annonce qui avait été faite donc il y a un peu plus d'un an. L'idée c'est de proposer des systèmes intégrés préconfigurés qui soient disponibles à l'emploi, que l'utilisateur peut intégrer directement sur son site, peut intégrer sur un site en colocation ou peut intégrer, installer en périphérie, donc à l'Edge. Et donc cette annonce, elle s'intègre dans le plan qui a été défini il y a déjà un petit moment, qui s'appelle Everything as a Service for 2022, donc ça veut dire qu'en gros en 2022 toute l'offre, les services HPE seront proposés en mode service. Voilà, exactement. Donc ça c'est le premier plan. Le deuxième volet de cette annonce c'est Esmeralda. Donc on est vraiment dans le vert là, oui. Puisque GreenLake c'est tout vert, Esmeralda c'est l'émeraude, c'est encore très vert. Et donc là c'est HPE qui crée une marque, donc Esmeralda, de logiciels en reprenant des actifs de big data dans des domaines qu'on connaît, Hadoop par exemple avec Mapper, ou Blue Data, une société qui avait été rachetée par HPE. Et donc l'idée c'est de proposer une marque logicielle Esmeralda, non pas pour faire du big data dans le domaine, je dirais, des secteurs économiques pour les applications d'entreprise, mais c'est plutôt tourné sur les infrastructures et utiliser à la fois les données et puis le machine learning, l'intelligence artificielle, pour améliorer le fonctionnement et optimiser l'administration des systèmes. Très bien. Mais de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec Alain Melon, le président général d'HPE France. Alors on change complètement d'univers, on parle d'un éditeur français, Talkspirit, qui lance une offre qui met à jour son offre et qui va un peu en concurrence de Teams, de Microsoft finalement. Alors effectivement, Talkspirit, c'est une entreprise française qui a été créée en 2008 et donc qui proposait une offre qui est, je dirais, concurrentielle de Teams et de Slack. Donc c'est de la visioconférence et puis du collaboratif. Voilà, c'est ça. Donc ça fonctionnait bien et donc ils ont rajouté une couche, si je puis dire, en annonçant Office Now et donc c'est une suite bureautique en ligne qui est hébergée chez OVH. Donc on voit bien là, c'est un côté souverain, on va dire. Exactement, franco-français, une offre complètement franco-française. Office Now est basé sur une suite OpenOffice, OnlyOffice, qui existe déjà depuis une dizaine d'années, donc c'est pas récent, c'est pas très ancien. Et donc l'objectif c'est vraiment de proposer une suite de collaboratifs et de bureautique franco-française hébergée chez un cloud français, européen, on va dire, qui soit concurrente à la fois de Office 365 ou Microsoft 365, ça dépend comment on l'appelle maintenant, et de la Google Suite. Donc c'était une initiative, même si, bien entendu, on ne va pas comparer Talkspirit avec les deux géants dont on a parlé, mais en tout cas c'est une initiative intéressante et toute entreprise, alors ça s'adresse plutôt à des PME, c'est certain, je ne vois pas Airbus utiliser ce genre d'application-là, mais enfin en tout cas c'est une démarche intéressante qu'il était intéressant, important de souligner. Alors, Guy, vous parlez de Microsoft et d'Office, ou on ne sait jamais trop comment dire maintenant, Microsoft 365, avec une nouvelle fonctionnalité qui est proposée, la fonctionnalité Safe Document. Alors, oui, c'est très simple, mais c'est quand même très utile. Donc, quand vous recevez un document qui vient de l'extérieur, eh bien, vous l'ouvrez, et en fait, vous l'ouvrez en mode protégé. Ça veut dire
quoi? Ça veut dire qu'en gros, il est dans une sorte de bac à sable. Et donc, si dans ce document, il y a, je dirais, du malware qui est tout à fait pas le bienvenu, eh bien, il reste en mode protégé. Et donc, vous pouvez visualiser le document sans que ce document infeste votre ordinateur. Donc, évidemment, quand vous cliquez et vous quittez le mode protégé, là, pour le coup, vous ouvrez vraiment le document sur votre PC. Et donc, s'il y a un petit problème de malware, à ce moment-là, votre PC peut en subir les conséquences. Donc, cette option Save Document, ça veut dire que, en gros, le système... Alors, l'ennui de ça, c'est qu'en fait, il faut la licence de plus haut niveau, de la licence E5 de Office 365. Donc, c'est réservé plutôt aux grandes entreprises, alors. Voilà, c'est ça, pour pouvoir en bénéficier. Donc, le fonctionnement, il est simple, c'est quand vous quittez le mode protégé, au lieu d'avoir directement le document sur votre poste de travail, ce document, il est scanné par Microsoft Defender. Et donc, il y a deux cas. Hein. Soit il y a un problème, et ben à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir, il va être bloqué. Soit il n'y a pas de problème, vous pouvez l'ouvrir directement sur votre PC et donc faire toutes les modifications que vous souhaitez sur le document. Donc, je dirais que ce n'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, c'est le genre de fonctionnalité qui va dans le sens de la sécurisation des systèmes d'information et qui, on en a parlé beaucoup ces dernières semaines dans le cadre du télétravail. C'est très important d'avoir ça chez soi, sur son PC, pour pouvoir ouvrir des documents avec un niveau de sécurité plus élevé. Alors Guy, on change complètement d'univers, on parle du fameux top 500 des supercalculateurs dont on parle régulièrement sur Informatique News, avec, j'allais dire, cette année, nos amis japonais qui révolutionnent le jeu, avec d'une part en termes de puissance, et d'autre part en termes d'architecture. Hein. Oui, alors en termes de puissance, effectivement, on dirait énorme n'est pas trop fort, puisque en fait ce système il fait 400 pétaflops. Donc on s'y perd un peu parce que ce sont des chiffres qui sont très très élevés. 400 pétaflops, pour donner une indication, ça représente presque 20% de la puissance cumulée du top 500. Donc vous voyez que c'est quand même considérable. Et le deuxième, donc on en avait parlé à l'occasion des précédents classements, le deuxième et le troisième, c'est des systèmes IBM, Summit et Sierra, dont le plus puissant est à 150 pétaflops. Donc vous voyez que c'est 2 fois et demi quasiment la puissance. Donc ça, je dirais qu'avec ce méga super calculateur, les superlatifs ne sont pas suffisants. Je dirais que Fujitsu et le Japon marquent vraiment une nouvelle évolution dans la course au supercalculateur. Il marque doublement, j'allais dire, parce que d'une part en termes de puissance, mais aussi en termes d'architecture. Alors l'architecture, effectivement, comme vous le disiez, c'est très important. C'est que pour la première fois, le système le plus puissant, il est basé sur des microprocesseurs ARM. Et donc ça, c'est très nouveau, puisqu'on le sait, dans ce top 500, c'est Intel qui domine très très largement. Et là, pour la première fois, on a un supercalculateur basé sur du ARM, donc c'est quand même très significatif. Sachant que ces derniers temps, on a parlé beaucoup de ARM à la fois pour les Mac, j'allais dire, c'est pas une bonne semaine pour Intel. Voilà, pour Intel, c'est quand même... Entre Apple qui quitte l'architecture. Ce genre de choses ne va pas évoluer en une semaine, parce qu'il faut quand même du temps pour fabriquer, développer, fabriquer, industrialiser tout ça, mais en tout cas, on voit bien que ARM a des objectifs et des ambitions très élevés. Maintenant, globalement, sans rentrer dans le détail, puisque c'est 500, on ne va pas les nommer tous les 500, je dirais qu'on a toujours, on voit bien que la Chine est toujours très à l'offensive. Si on regarde la puissance cumulée, puisque finalement c'est un peu ce qui fait foi, qui est intéressant, les États-Unis restent toujours légèrement devant la Chine, mais pas de beaucoup. Donc on a un match États-Unis-Chine, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais finalement là dans le domaine des supercalculateurs, et un match à deux dans lequel le Japon, avec Fujitsu et ce nouveau système, vient bousculer un peu les places établies, parce que finalement il a un système qui modifie un peu le rapport de force. Alors ça c'est pour ce classement-là. On a, je dirais, une croissance qui est de l'ordre de 35%, mais
En fait, c'est le système Fujitsu qui casse tous les pourcentages. Il n'est pas impossible que dans le prochain classement, on ait un système, on ne sait pas d'où il viendra, peut-être de Chine ou des États-Unis, qui va battre encore le fameux pétascale qu'on attend. Donc, on arrive à l'hexascale dans peu de temps. Peut-être pas la prochaine fois, mais en tout cas, dans un an, on pourrait prendre rendez-vous, on pourrait avoir un système hexascale. Très bien. Bon, en attendant l'hexascale, on continue à parler d'actualité avec un autre classement, cette fois-ci, qui nous concerne peut-être plus directement en France, parce que c'est le classement de Truffle sur les top 100 des éditeurs français, avec, j'allais dire, pas de grandes nouveautés dans l'hit parade. Hein. Non, donc comme vous le disiez, c'est les éditeurs français qui sont, c'est pas les éditeurs présents en France, c'est les éditeurs français. Donc dans ce top 100, on a le numéro 1 qui est très très loin devant, c'est Dassault Systèmes, puisqu'il représente pratiquement le tiers du chiffre d'affaires du classement total. Donc là, c'est très très important. Globalement, on a un chiffre d'affaires cumulé en édition de logiciels qui est de l'ordre de 11 milliards d'euros, et puis un chiffre d'affaires global en intégrant les services qui est à 19 milliards. Ça représente grosso modo 15%, donc c'est une croissance qui est, je dirais, significative. Le point important à l'occasion où cette enquête a été faite, et ça ne surprendra personne, c'est que 6 responsables d'éditeurs de logiciels sur 10 pensent qu'en 2020, il y aura une chute du chiffre d'affaires. Donc, évidemment, vu ce qu'on a connu, ça ne surprendra personne. Et la quasi-totalité pense qu'en 2021, on aura à nouveau une croissance. Mais finalement, une croissance sur un chiffre d'affaires qui s'est un peu effondré, ça ne surprendra vraiment personne. Et intéressant dans ce classement, c'est donc Bernard Loueyrock qui refait un peu l'historique de ça, puisque c'est la 15e édition. En fait, il raconte que dans l'éditorial, il raconte que c'est un classement qui avait été fait au départ pour des besoins internes, pour montrer un peu les performances respectives des éditeurs de logiciels. Et puis finalement, c'est une présentation qui avait été faite par la presse. La presse est toujours très friande de chiffres. On a fait publier les bonnes feuilles, si je peux dire. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'a été lancé ce classement. L'autre point qui est intéressant à mentionner, c'est donc le secrétaire d'État Cédicro qui lui parle de souveraineté numérique grâce au soutien des pouvoirs publics. Là, franchement, on peut être relativement étonné parce que parler de souveraineté numérique dans le domaine du logiciel, on se demande vraiment sur quelle planète il se trouve, parce que c'est vraiment un domaine qui est ultra, enfin en tout cas le logiciel d'entreprise est ultra dominé par les éditeurs américains. Et bon, on ne va pas donner les chiffres, mais c'est pas tant. Donc franchement, c'est un peu surprenant. Donc un classement qui ne apporte pas de bouleversement. Non. Et donc Dassault est l'éditeur de classe mondiale, le seul vraisemblablement qu'on ait en France. Écoutez Guy, on conclura cette passage en bref de l'actualité sur cette triste constatation un peu triste quand même malgré tout. Et on parle d'une commission, une analyse du Sénat sur le rapport entre le numérique et l'écologie, et j'allais dire, comme un bulletin, on est à la fin de l'année scolaire, bulletin scolaire, c'est peut mieux faire. Hein. Peut mieux faire. Néanmoins, il faut quand même resituer les choses. C'est une mission d'information du Sénat. Qui essaie d'analyser et de comprendre l'empreinte écologique du numérique. On est quand même à des niveaux qui sont relativement faibles, puisque le numérique représente à peu près 2% de l'empreinte numérique de l'activité économique. Donc c'est relativement faible. Si ça continue, j'irai sur les rythmes qu'on connaît actuellement, on devrait être tourné autour de 7% en 2040. Donc on voit bien, c'est significatif, mais... par rapport à la taille du numérique aujourd'hui... Le transport, c'est 30%. Voilà. Donc il faudrait peut-être se concentrer plus sur le transport que sur le numérique. Tout ce qui est industrie et tertiaire, c'est 25%. L'agriculture, c'est 20%. Donc on voit bien qu'il y a des gains beaucoup plus importants dans d'autres secteurs, mais enfin, peu importe. Maintenant, concentrons-nous sur le numérique. Alors, l'idée, c'est, dans le numérique, en fait, il y a trois grands éléments. Il y a les terminaux, donc les PC et les portables, enfin les téléphones portables. Il y a tout ce qui est data center, et puis il y a les réseaux.
finalement, c'est peut-être un peu contre-intuitif. Les terminaux, donc incluant les PC et les portables, c'est 80% de l'empreinte numérique, de l'empreinte écologique. Donc c'est le plus important. Mais alors, il faut bien comprendre que c'est pas seulement la consommation, ça va de la fabrication jusqu'à l'utilisation de ces systèmes. Et on voit bien, tous les gens ont un, voire deux, parfois plusieurs smartphones, ils ont un PC, ils ont des tablettes. Tout ça, il faut les fabriquer. Ça se renouvelle très souvent. Et le taux de renouvellement moyen d'un smartphone, c'est 23 mois. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc, et tout ça, on achète un nouveau smartphone, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? On ne sait pas trop, il est recyclé, mais plus ou moins vraiment recyclé. Donc je dirais que cette mission, elle a quand même pour objectif de définir des mesures. Les mesures, c'est quoi? Il y en a un certain nombre, mais on peut en citer deux. Le premier sont des mesures fiscales pour favoriser le reconditionnement des terminaux. Et donc il y a déjà effectivement des services qui proposent ce genre de choses. Et la deuxième mesure qui est intéressante, c'est en fait d'interdire les forfaits avec accès aux données illimitées. Donc vous voyez, les opérateurs de services mobiles, enfin de mobiles, finalement ils se sont battus depuis des années avec ces offres-là, et donc le Sénat leur demande d'interrompre ça parce que finalement c'est la course aux données, et donc ça, on est avec la 4G, évidemment quand la 5G va arriver, ça va nécessiter un renouvellement complet du parc de terminaux. Qu'est-ce qu'on va faire des anciens si tout le monde passe à la 5G, les anciens qui seront 4G, ils vont intéresser personne, donc ils vont aller à la casse. Donc vous voyez que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors je dirais que le maître mot de cette mission, c'est sobriété numérique. Donc ça veut dire, il faut essayer de réfréner ces pulsions d'acquisition forcenée de matériel et de rester relativement modéré. Très bien dit. Eh bien, écoutez, je propose qu'on passe, pour conclure, un traditionnel coup de cœur, un coup de gueule. Et donc, cette fois-ci, c'est du côté de BPI France, qui, on l'apprend subrepticement, si je puis dire, utilise la plateforme AWS pour gérer la problématique des prêts relais pour les entreprises françaises suite à la crise du Covid. C'est ça. Alors, donc, effectivement, on peut difficilement faire plus français que cette mesure qui est lancée par le gouvernement. La BPI. Donc, c'est les prêts garantis aux entreprises suite aux difficultés qu'on a connues. Et donc, c'est quelque chose, c'est pas nouveau, mais donc on l'a appris là, il n'y a pas très longtemps. Donc, ils ont travaillé avec AWS pour finalement, parce que le cloud, pour ce genre d'opération qu'il faut mettre en route très rapidement, est une nécessité. Et donc, ils ont choisi AWS dans le cadre de cette initiative. On aurait peut-être pu songer à trouver un prestataire français. Voilà, on parle beaucoup de souveraineté numérique, on est peut-être un petit peu surpris. Oui, les coordonnées ne sont pas forcément les mieux chaussées. Ou alors, ça voudrait dire que finalement, en France, il n'y a pas de solution qui permettrait de la mettre en œuvre. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux. Donc les deux sont quand même un peu problématiques. S'il y a des fournisseurs qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à revenir vers nous pour nous donner des pistes, soit pas de solution, s'il y en a, n'hésitez pas à nous en faire part. Eh bien, je propose qu'on conclue cette édition du lundi 29 juin sur cet appel à nos lecteurs. S'il y a des fournisseurs qui ont des solutions à proposer ou qui pensent qu'effectivement il n'y a pas de solution, n'hésitez pas à nous en parler. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube comme chaque semaine pour visualiser cette émission. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. À très bientôt, merci.